Donc, bonsoir. On Bonsoir, est avec bonsoir. Madame Guirlande Pierre, chercheure sociologue. Peut-être qu'on va commencer en vous demandant comment est-ce que les thématiques sur lesquelles vous vous penchez dans votre recherche D'accord. se marient avec le thème de la conférence qui est la participation sans exclusion. D'accord. Surtout ce sur quoi je me suis penchée là au cours des Oui. dernières années. En fait, c'est toute la question là, de la pleine participation, l'intégration, la pleine intégration des minorités ethnoculturelles et des minorités racisées plus particulièrement. Je me suis particulièrement intéressée au domaine de l'emploi et toutes les questions de discrimination systémique et de racisme. Alors voilà, puis à l'intérieur de ma démarche, j'y associe aussi l'approche de l'intersectionnalité des Mhm. discriminations ou des dominations, Mhm. donc une analyse croisée qui permet de voir comment les discriminations s'opèrent, par exemple lorsqu'on est une minorité ethnoculturelle, une minorité racisée d'autant plus, et lorsqu'on est une femme. Mhm. Donc en fait, c'est la super supposition Ouais. de ces discriminations qui permettent en fait de mieux comprendre des réalités que vivent des femmes issues de l'immigration, des femmes appartenant aux minorités racisées ou ethnoculturelles. Donc ça permet en fait de comprendre, mais de manière fine, ces formes de discrimination et qui freinent la pleine participation Mhm. de certains citoyens. Ouais. Parce qu'un des participants, on parlait du fait que pour pouvoir pallier Mhm, aux discriminations ou du moins aux difficultés d'accès aux espaces de participation, il faut bien mhm. comprendre les discriminations Oui, et les rapports inégaux. absolument, absolument, les inégalités qui sont intégrées aussi dans les processus de participation. Parce que si on ne prend pas en compte les barrières à la pleine participation, comment pouvons-nous avoir cette pleine participation citoyenne? Mhm. Par exemple, bon, une femme qui vit une situation socio-économique plus vulnérable, sa participation, ben, ça va être plus difficile. C'est pour moi les conditions socio-économiques d'une personne ou d'un groupe donné parce que bon, ça peut freiner cette pleine participation ou cette pleine intégration. Donc, lorsqu'on parle du débat public ou débat démocratique, je crois que si on vise la participation entière des citoyens, ben, il faut prendre en compte les disparités socio-économiques qui existent au sein de la société pour justement parvenir à cette pleine citoyenneté. Mhm. Euh, une des questions qui revient souvent, c'est dans les espaces de débat public, Mhm, comment faire entendre et comment faire dialoguer ceux qui, en dehors de ces espaces, ont parfois des rapports inégaux mhm, de pouvoir. mhm. Et par la suite aussi, est-ce qu'il est important dans ces espaces de participation de toujours tendre vers un consensus? Donc, Oui, pourriez-vous... d'accord. Ben, je vais commencer par la première Oui, 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 question parce qu'il y a comme deux questions à absolument. l'intérieur de votre question. Alors, je dirais que oui, parce que il existe des disparités socio-économiques, des inégalités, que ce soit sur le plan économique et parfois social. Donc, il faut prendre en compte ces éléments euh, de disparité pour pouvoir créer les conditions qui vont permettre cette participation. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu d'ailleurs dans le cadre d'un exercice au début des années 2000. Il y a eu les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Et donc, on m'a approché pour être la représentante de la délégation montréalaise. Donc, ce que j'ai accepté, toutefois, j'ai comme émis certaines conditions parce que lors de la consultation qui a précédé les États généraux, on s'est rendu compte, par exemple, que les femmes avaient participé moins que les hommes aux consultations. Donc, on parle de la réforme des institutions démocratiques. C'est quand même un sujet important hein, Absolument. qui appelle normalement une collectivité, une société, l'ensemble des citoyens. Et d'autant plus, il y avait une participation moindre des membres des communautés ethnoculturelles et des communautés racisées. Donc, est-ce que c'est parce que bon, on n'avait pas une approche assez ciblée pour Aller chercher. favoriser cette participation? Donc, moi, je me suis dit, bon, si on continue avec le processus tel qu'il est, ben, on perd un pan de la population.
des femmes, des personnes issues de l'immigration, des communautés ethnoculturelles, des minorités racisées. Alors, j'ai posé l'enjeu. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on ne devrait pas revoir les règles de participation? Sinon, on perpétue une sorte de discrimination. Donc, ça a été un peu une condition sine qua non à ma participation parce que je me voyais mal être à la tête d'une délégation où il n'y aurait pas une participation paritaire homme-femme. Pour moi, c'était un élément essentiel. Et je me suis dit, cette délégation devait aussi être représentative du pluralisme et de cette représentation de la diversité ethnoculturelle. Donc, on a pu élargir les critères qui ont fait en sorte qu'on a pu aller chercher des citoyens qui étaient intéressés aux enjeux de la réforme des institutions démocratiques, sauf que, pour diverses raisons, n'ont pas été partie prenante de la consultation. Alors, nous avons approché les organismes communautaires, les associations, qui, dans leur mission, avaient ces éléments-là, par exemple, d'intégration, de pleine participation. Et finalement, nous avons eu une délégation non seulement paritaire, donc un nombre égal hommes et femmes, mais également de citoyens de diverses origines, de communautés ethnoculturelles et racisées, dans la délégation montréalaise. Donc, j'étais bien fière de mon coup parce que dans ma perspective, pour moi, c'était inconcevable de continuer à reproduire cette discrimination-là. Il y a un constat qui a été fait. Il y a eu un déficit de participation des femmes et des minorités ethnoculturelles. Alors, je me suis dit, il faut corriger. On s'est rendu compte de cet élément de disparité. Alors, comment faire maintenant? Bien, souvent, ça prend qu'il faut changer des règles qui, en apparence, sont neutres, mais dans la réalité, produisent ou reproduisent des discriminations ou freinent la pleine participation de certains citoyens et citoyennes. Et on va continuer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut pour aiguiser son regard justement sur cette analyse-là? Parce que vous avez dit, bon, en regardant, il y avait moins de participation de femmes, moins de participation de communautés. Absolument. Mais comment justement est-ce qu'on affine son analyse pour savoir qui a participé, qui n'a pas participé et comment aller les chercher? Parce que parfois, parfois ça peut être difficile, mais disons que la consultation a été documentée. Donc, ils pouvaient voir le nombre de femmes ayant participé, les gens issus des communautés ethnoculturelles. Puis, on s'est rendu compte que dans la totalité, dans la moyenne des personnes qui avaient participé, il y avait moins. Par exemple, il y avait moins de jeunes aussi. Donc, il y avait tous ces éléments-là. Donc, ce qui nous amène, lorsqu'on a une sensibilité justement d'assurer ou de favoriser la pleine participation, c'est d'appliquer probablement l'analyse de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, soit des discriminations ou de domination, donc qui permettent de saisir sous un angle plus raffiné les obstacles à la pleine participation ou les freins à la pleine participation ou carrément les discriminations qui peuvent être systémiques parfois. Alors, je crois que l'analyse, cette forme d'analyse-là permet justement d'identifier les obstacles et surtout de créer les conditions qui favorisent la participation. Parce qu'une fois constaté, il faut aussi agir et mettre en œuvre des conditions qui vont permettre cette pleine participation, donc créer des chances égales, créer un espace où les gens ont un accès égal. Et peut-être la deuxième partie de la question qui était dans les espaces, une fois l'analyse faite, une fois les gens réunis, une fois qu'on les a ensemble, vers quel mode de prise de décision peut-on tendre? Et j'aimerais juste vous entendre parler devrait-on tendre vers un consensus ou vers peut-être plus le vote, le débat? Où est la place des conflits aussi dans les espaces participatifs? Dans les espaces participatifs, effectivement. C'est un sujet connexe, mais qui est quand même distinct. Mais je dirais que si on parle de débat démocratique et d'espace participatif, il faut accepter le fait qu'il y a des points de vue qui peuvent être divergents. Et je pense que c'est là que réside le réel débat. Parce que c'est bien facile de réunir des gens qui ont la même perspective, qui pensent pareil, qui ont les mêmes points de vue. Finalement, on se conforte dans nos positions, alors que si nous avons autour d'une table, dans un espace de délibération démocratique,
Et ça prend des gens qui ont différents points de vue, qui ont une autre perspective. Ça peut être un sujet commun, mais le sujet commun, il peut y avoir un regard différent sur ce sujet-là. Il peut y avoir des points de vue qui sont très divergents. Et moi, je me dis toujours dans la mesure où ce débat-là, il y a des gens qui ont des points de vue divergents et nous sommes dans un espace où on crée des conditions où on peut avoir un réel dialogue dans le respect en excluant des propos haineux ou condescendants. Mais quand bien même la personne a un point de vue divergent et que le débat se fait dans un contexte respectueux, ben, on crée justement un espace pour le réel dialogue, pour cette discussion et confrontation des idées. Et pourquoi pas? Et doit-on viser toujours un consensus dans un débat démocratique? Non, je ne crois pas. Le consensus peut être nécessaire si nous sommes dans un contexte décisionnel où il faut avoir le point de vue de la majorité pour aller de l'avant. Et si on parle d'un débat démocratique où on veut justement enrichir la discussion et le dialogue, ben à mon point de vue, cela exige qu'il y ait des points de vue qui se confrontent, la confrontation des idées. Et c'est là que ça devient intéressant. Et on s'enrichit mutuellement finalement et on pousse un peu plus loin. Parce que je peux avoir un point de vue, vous avez un point de vue. Et le fait de m'amener des arguments auxquels peut-être je n'avais pas pensé et vice-versa, mais ça amène l'individu, le citoyen, à aller plus loin dans sa réflexion. Ça ne veut pas dire que je vais absolument vous convaincre ou d'adopter mon point de vue et vice-versa. Et ça va sûrement me permettre de m'enrichir moi-même comme individu, comme citoyen et de pousser plus loin la réflexion. Et pour moi, c'est ça. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui devient riche et c'est ça qui devient pertinent aussi dans le débat démocratique. Excellent. Une dernière question. Donc, pour vous, une approche inclusive en est une qui est... Finissez la phrase. Une approche inclusive est une approche qui crée les conditions, qui crée l'égalité des chances, qui crée les opportunités égales pour permettre cette participation, pour permettre cette inclusion. Donc, il faut agir souvent aussi pour créer ces conditions. Donc, il ne faut pas que ça reste un concept, il ne faut pas que ça reste théorique. Une fois constaté, oui, suivi d'une analyse, mais il faut pouvoir agir concrètement et prendre les décisions et parfois remettre les critères normés, des paramètres qu'on prend pour acquis ou des critères qui sont en apparence neutres, mais les remettre en question. Et parfois même, j'irai plus loin, il faut changer de paradigme pour créer ces espaces et cette inclusion. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Ça fait plaisir. Merci.